Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Monaco Info. Voici les titres de ce jeudi. L'information de la journée, c'est d'abord ce déplacement du prince Albert II à Leipzig, en Allemagne. Le 80e anniversaire de la libération de la ville y était commémoré au même titre que les 20 ans de la Foundation for Post-Conflict Development. Muriel Bubio, la présidente de la fondation à Monaco, figurait parmi les invités et sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de l'importance de cet événement. Dans un tout autre registre, nous parlerons couture ce soir. La bibliothèque Louis Notari organisait un atelier animé par une créatrice de la région et qui vous convaincra sans doute que la couture est encore et toujours tendance. Mais quand allons-nous enfin retrouver le soleil ? La pluie n'en finit plus de tomber en ce moment et ce n'est pas terminé malheureusement. Pourquoi le mauvais temps est-il aussi long chez nous et pas dans les autres régions de l'Hexagone ? Assiste-t-on à un bouleversement des saisons ? Pour tenter de répondre à ces questions, le prévisionniste Paul Marquis sera notre deuxième invité dans quelques instants. Nous ouvrirons ensuite une séquence musicale avec un nouveau concert de l'OPMC. Hier soir, un trio de musiciens, violonistes, violoncellistes et pianistes a interprété les airs du russe Dmitri Shostakovich. Encore un grand moment que vous pourrez revivre. Et puis encore un peu de créativité pour finir. Nous prendrons la direction du musée d'anthropologie où les enfants étaient invités à réaliser un conte imaginaire en s'appuyant sur l'exposition L'effet papillon, la préhistoire des animaux. Ce sera l'immersion de ce jeudi. Mais avant, regardez ces images qui nous parviennent d'Allemagne. Le prince Albert II était à Leipzig aujourd'hui. On y commémorait le 80e anniversaire de la libération de la ville, ainsi que les 20 ans de la Foundation for Post-Conflict Development, qui sensibilise à la paix dans le monde. Sur place était également présente la présidente de la Fondation pour Monaco, Muriel Bubio, et elle est avec nous ce soir depuis Leipzig. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info pour évoquer ce déplacement de haute importance. D'abord, pour les personnes qui l'ignorent, pouvez-vous nous expliquer brièvement cette date que l'on commémore aujourd'hui ? Que s'est-il passé il y a 80 ans maintenant ? Et effectivement, il y a 80 ans, c'est la date anniversaire de la libération de Leipzig. Elle est extrêmement importante parce que ça fait partie des dernières villes d'Allemagne de l'Est à avoir été libérées après c'est ce qui a signé finalement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une date extrêmement importante pour cette ville. Pouvez-vous nous raconter comment s'est déroulée la cérémonie d'hommage et quel en était l'état d'esprit ? Alors, l'état d'esprit, de manière générale, était extrêmement émouvant. À titre totalement personnel, j'ai énormément appris sur la libération de la ville de Leipzig, sur la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Quel était l'état d'esprit des jeunes Américains qui sont venus libérer cette ville. Et c'est vrai que ça a permis de faire le lien entre cet événement traumatisant pour cette jeunesse, à la fois allemande et américaine, et la création de la Fondation Post-Conflict Development, dont je fais partie maintenant depuis quelques années et dont nous fêtons les 20 ans. Parce que quand on écoute un petit peu tout ce qui a pu se passer pendant ces 20 dernières années, on s'aperçoit que la création de la Fondation, elle est intimement corrélée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque le papa de notre fondatrice a fait partie des GI, des Américains qui sont venus libérer cette ville. Et donc, Claudia Abbate, la fondatrice, a eu une enfance qui a été finalement bercée par les histoires de guerre, de cette libération de cette ville, et où l'on dit traditionnellement, où l'on a eu quasiment le dernier soldat tué suite à cet abominable conflit. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la création des Nations Unies. Nous sommes une fondation post-conflit et nous œuvrons finalement avec les mêmes objectifs qu'avaient les Nations Unies au départ de leur création. Et c'est extrêmement important de voir finalement ce qui a pu se passer durant ces 80 années, l'impact que ça a sur le monde d'aujourd'hui, et nos actions que nous essayons de concrétiser, de mener à bien, à la fois en termes de défense des minorités ou des peuples qui peuvent souffrir après un conflit, et notre monde moderne. C'est quelque chose où on s'aperçoit que si l'on oublie, bien finalement, nous perdons une part de notre humanité. Et c'est d'une tristesse, je trouve, extrême. Et en même temps, ça a des conséquences, l'oubli,
qui peuvent être extrêmement dramatiques. Nous le vivons à l'heure actuelle dans cette période extrêmement troublée, extrêmement instable que nous vivons en 2025. Et l'on s'aperçoit malheureusement que l'on a tendance à oublier les leçons de l'histoire. De la même manière, quelles sont les contributions de la fondation à Monaco? Quelles sont les contributions de Monaco dans cette fondation? Alors, la fondation est extrêmement tournée, j'allais dire, vers l'extérieur de Monaco. Donc, nous avons des partenaires locaux comme la Croix-Rouge, l'AMAD. Très récemment, nous sommes également soutenus par la fondation philanthropique Stelios, qui soutiennent les initiatives de la fondation qui peuvent être dans les pays post-conflit. Ce qui nous importe énormément, nous, en tant que fondation post-conflit développement, c'est d'arriver à agir en tant que pont entre les différents acteurs sans surtout juger le conflit. Comme nous arrivons à l'issue du conflit, notre objectif, c'est de permettre la création d'une paix durable avec les acteurs qui sont impliqués dans la construction de cette paix. Et nous sommes là, finalement, en tant qu'agents facilitateurs entre les institutions internationales, entre les acteurs politiques, avec les sociétés civiles, avec d'autres organismes non gouvernementaux, d'autres associations, d'autres fondations, pour essayer finalement que toutes ces bonnes volontés aboutissent à une paix durable. Pour insister sur le devoir de mémoire justement et sur la paix dont vous parlez, alors que la guerre se poursuit encore aujourd'hui dans bien des régions du monde, on parle beaucoup de la guerre russo-ukrainienne ou encore entre Israël et le Hamas, mais il y en a d'autres au Soudan, au Yémen, etc. Dans un monde où la guerre se poursuit encore, de quelles leçons permet de se souvenir une cérémonie commémorative comme celle d'aujourd'hui avec l'appui de la Fondation? Tout simplement, finalement, que la paix ne se fait pas avec un seul acteur. Tout est une question de dialogue, une question d'équilibre. Et parfois, ce que je trouve très triste, et ça c'est vraiment à titre très personnel, c'est que l'histoire nous a appris que à l'issue des conflits, on a oublié aussi pourquoi le conflit avait commencé au départ. Et finalement, c'est un travail de chaque instant d'apprendre à se respecter mutuellement. Merci beaucoup Muriel Bubio d'avoir été avec nous depuis Leipzig en Allemagne à l'occasion de ces événements commémoratifs, les 80 ans de la libération de la ville et le 20e anniversaire de la Foundation for Post-Conflict Development que vous présidez à Monaco. Merci à vous. Merci à vous. Tout autre chose à présent, le 28 mars dernier, un violent séisme de magnitude 7,7 frappait la Birmanie, provoquant des dégâts considérables, ainsi qu'un lourd bilan humain, plus de 3500 décès et 5000 blessés. 3 semaines après, la situation ne s'améliore pas, les établissements de santé, endommagés eux aussi, sont submergés par les patients et les réserves de nourriture, d'eau et de médicaments diminuent. Face à l'ampleur de la catastrophe, la Croix-Rouge monégasque et le gouvernement princier ont annoncé aujourd'hui, à l'initiative du prince Albert II, qu'ils contribueront respectivement à hauteur de 50 000 € pour venir en aide aux populations impactées par ce séisme. En sport, les athlètes et entraîneurs de Special Olympics Monaco, qui avaient participé aux Jeux mondiaux d'hiver de Turin, ont été reçus hier à la résidence du ministre d'État. C'est bien sûr la ministre d'État par intérim et ministre des Relations extérieures, Isabelle Béraud-Amadei, qui les a accueillis et félicités pour leur participation et leurs 12 médailles, dont 2 en or. Vous avez fait bien plus que participer à une compétition sportive. Vous avez porté haut les valeurs du courage, de la persévérance et de l'esprit d'équipe, a-t-elle notamment déclaré, saluant au passage le travail des salariés et bénévoles de Special Olympics. Le grand cordon d'or de la cuisine française et Monaco Goût et Saveur était au Marius ce matin. Ils se sont réunis en collaboration avec le restaurant pour annoncer un événement qui se tiendra prochainement, un cocktail caritatif le 23 avril prochain à 19h30 pour soutenir Jérémy Biazol, le premier chef en situation de handicap à se présenter au mythique concours de MOF, meilleur ouvrier de France. Écoutez le témoignage de Didier Rubiolo, le cofondateur du Marius, à propos de cet événement au micro de Marie Bonnet-Blanc. Ça n'a jamais existé, il vient d'être accepté, ce sera une première. Donc les chefs, il y a le grand cordon d'or, Goût et Saveur, les chefs de Monaco sont venus nous rencontrer, Frédéric Ramos du Nouveau-Hôtel par exemple, en me présentant l'idée, et comment on peut faire pour soutenir, parce qu'il a besoin de finances. Donc aujourd'hui avec Marius, on a décidé de faire ce cocktail
le 23, où il y aura un droit d'entrée de 100 €, où l'intégralité ira à Jérémy, avec beaucoup de chefs. Donc notre chef exécutif va réaliser ce cocktail dînatoire, où tous les produits nous ont été donnés par des différents fournisseurs, que ce soit solide ou liquide, et en même temps de rencontrer, donc Jérémy sera là bien sûr, beaucoup de personnalités, mais c'est pour mettre un nouvel œil sur le handicap en même temps. Il fait partie des activités gratuites que propose la bibliothèque Louis Notari. Un atelier couture a été donné cette semaine, animé par une créatrice de la région. 10 familles ont participé et vous allez voir que la couture n'a rien d'archaïque. Elle est au contraire bien plus que jamais dans l'air du temps. Sarah Inkari et Jean-Alexandre Dordet. Réaliser une manique qui servira à poser les plats chauds qui sortent du four, c'est la mission qu'a donnée la créatrice Alizée aux participantes présentes à l'atelier du jour. Ça va être vraiment la pose de biais qui va être un peu la difficulté d'aujourd'hui, mais on a fait tout autre atelier, sac à tarte, sac à pain, tout autour du zéro déchet aussi, la lingette lavable. Et de quoi a-t-on besoin et quelles sont les étapes pour réaliser cette manique ? Alors, dans un premier temps, ça va être du découpage, ensuite beaucoup de repassage parce que le biais, il faut bien le repasser, on épingle, on trace, donc il y a beaucoup de préparation en amont et en fait en couture, sur la machine, il y en a très peu. Et pour que la pièce soit respectueuse de l'environnement et économique, il suffit de récupérer les textiles que vous n'utilisez plus. Là, pour la manique, il faut du tissu pas trop élastique. Moi, je reprends souvent des grands draps, des chemises, voilà, des tissus coton sans élastane. Et il faut du matelassé. Pour ce qui est des couleurs, c'est le moment de laisser parler sa créativité. Blanc, beige et marron clair. On a pu choisir, si vous voulez, le tissu qui va faire le biais. J'ai choisi un tissu un peu printanier. Celui-là, non, parce que comme c'est un tissu qui est double, triple, quand même, pour la chaleur, celui-là, on n'a pas pu le choisir. Une dernière surpiqûre et de fil en aiguille, la création prend forme. Il ne reste plus qu'à passer en cuisine désormais. Elle n'en finit plus de tomber, la pluie est bien au rendez-vous, contrairement au moral. Pourtant, nous sommes au printemps. Le mois d'avril est plutôt propice au beau temps en général. Alors comment expliquer ces variations météo si importantes en fonction des saisons ? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes en ligne avec Paul Marquis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes prévisionniste et fondateur du site e-Météo Service. D'abord, première question, la plus basique. Pourquoi le temps, ici, est-il si moche aussi longtemps ? Alors en fait, cette année 2025 est très perturbée. Ça n'a échappé à personne. On a effectivement des hautes pressions qui sont très discrètes sur le territoire de la Côte d'Azur, PACA en général. On a effectivement en général 3 semaines de mauvais temps pour seulement une semaine d'anticyclone. Donc c'est une récurrence qui dure depuis maintenant presque 1 an et demi. On a du mal à garder le beau temps, avoir de la chaleur. Donc c'est vrai que ce printemps est très délicat. On a battu des records de pluviométrie dans le Var et les Bouches-du-Rhône au mois de mars. Au mois d'avril, on a eu seulement une semaine de beau temps. Donc c'est vrai que le mauvais temps perdure et c'est pas encore terminé parce qu'on a encore du mauvais temps jusqu'à samedi au moins. Ouais. Oui, alors dernièrement, on a aussi eu l'impression, d'ailleurs c'était pas qu'une impression, que le Sud était le seul territoire touché par la pluie, alors que les territoires du Nord de l'Hexagone étaient sous le soleil avec des températures printanières. Comment l'expliquer ? C'est quoi le problème avec le Sud ? Ah oui, en fait, on a la carte de France à l'envers. C'est vraiment tout à fait vrai. En fait, l'anticyclone s'est retiré sur les zones nordiques, donc sur l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est et sur les îles britanniques. A contrario, nous, on a des basses pressions en Méditerranée, donc ce qui a apporté beaucoup de précipitations, avec une récurrence de gouttes froides entre la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal. Donc vraiment beaucoup de pluie depuis 3 semaines dans le sud de la France. A contrario, un temps très sec et une sécheresse éclair dans le nord de la France. Donc vraiment, la carte de France est totalement inversée, depuis presque 3 semaines maintenant. Ouais. Comment le changement climatique a-t-il altéré la météo dans une région comme la nôtre ? Quels sont les critères qui ont changé ? Alors les critères principaux, c'est déjà le réchauffement de l'atmosphère. Effectivement, on sait qu'on gagne à peu près 1 degré, 1,5 degré tous les 10 ans, donc c'est quand même considérable. Et quand on gagne 1 degré de température, on gagne jusqu'à 10% de précipitations en plus. Donc c'est vrai qu'il pleut toujours autant qu'auparavant. Néanmoins, les jours de pluie sont plus restreints. Donc on a moins de jours de pluie, mais pour autant, il pleut toujours autant. Donc quand il pleut plus qu'auparavant. Donc c'est des intensités qui sont plus fortes et donc forcément des phénomènes d'inondation parfois plus fréquents qu'il y a encore une trentaine d'années. Alors vous disiez qu'on a inversé la carte de France, mais est-ce que vous diriez qu'on assiste à un bouleversement des saisons ? Ou bien est-ce que les épisodes pluvieux prolongés comme celui que nous connaissons en ce moment ne restent quand même que des épisodes isolés et passagers malgré tout ?
Alors c'est vrai qu'il ne faut pas confondre effectivement réchauffement climatique et récurrence synoptique. Là, c'est vrai qu'on est plus dans une récurrence depuis maintenant 2 ans d'épisodes perturbés, mais c'est pas pour ça que dans 2 ans, on aura de nouveau des sécheresses où on se plaindra du fait qu'il fasse trop sec ou trop chaud. Donc on a du mal effectivement à faire le lien entre épisodes perturbés tardifs au printemps et changement climatique. On sait que ça peut avoir des bouleversements au niveau des gouttes froides et de la circulation des dépressions, mais c'est encore trop tôt, je pense, pour relier ça au climat qui change. On sait qu'on a toujours des épisodes perturbés au printemps, à l'automne, un peu moins en été, un peu moins en hiver. Mais voilà, on sait qu'effectivement, le gel tardif est une conséquence directe du climat qui change, paradoxalement. Et on sait aussi que les épisodes de pluie sont plus intenses qu'auparavant, parce que du coup, la chaleur emmagasinée dans l'atmosphère est plus forte qu'auparavant également. Voilà. Là, vous parliez de l'Espagne. On sait qu'il y avait récemment la tempête Olivier. Est-ce que vous diriez que cette dépression peut arriver jusqu'à nous sur le territoire du sud-est? Est-ce qu'on peut avoir des Alors, en fait, résidus? Olivier est déjà passé effectivement entre dimanche et lundi dernier. Donc ça, c'est du passé. On a effectivement la dépression Hans qui nous a concerné du coup aujourd'hui et depuis également hier, qui a donné beaucoup de neige dans les Alpes du Sud jusqu'à même basse altitude. Donc c'était assez inhabituel pour un mois d'avril. Donc là, effectivement, la dépression s'enchaîne avec des conséquences plus ou moins différentes et donc un temps qui va rester plus ou moins perturbé pour le week-end de Pâques, qui devrait s'arranger normalement pour la semaine de la rentrée, en tout cas à partir de mardi prochain. Alors parfois on entend dire que s'il fait pas beau, c'est la faute de la dame ou du monsieur de la météo qui se sont trompés. Mais est-ce que la météorologie est une science exacte et le cas échéant, est-ce qu'elle ne deviendrait pas justement de moins en moins exacte avec les effets du réchauffement climatique? On l'a déjà un petit peu évoqué. Alors, vous soulevez des points qui sont très intéressants, effectivement. Alors, là, la météo n'est pas une science exacte à 100%. Néanmoins, effectivement, en tout cas, au sein de notre entreprise, on a des fiabilités jusqu'à 90%, jusqu'à 5-6 jours à l'avance. On n'aura jamais 100%. Ça, c'est impossible. Parce qu'on n'a pas assez de points de mesure dans le monde pour avoir des données qui sont fiables aussi longtemps à l'avance. Et après, effectivement, concernant le changement climatique, effectivement, ça donne du fil à retordre à nous météorologues, puisque ces fameuses gouttes froides sont de petite taille, sont parfois assez imprévisibles et peuvent changer de direction au dernier moment. Donc, c'est vrai que la météo, bien qu'on gagne en fiabilité grâce au modèle météo et données numériques, on en perd d'un autre côté, puisque les gouttes froides sont des phénomènes qui sont très fréquents de plus en plus. Donc ça s'équilibre. Pour l'instant, on est toujours sur 5-6 jours de fiabilité et on a du mal à voir plus loin que 5-6 jours, même en 2025. Ouais. Bon, pour ceux qui supportent vraiment pas le mauvais temps, on pourrait peut-être finir sur un point un peu plus positif et rappeler quels sont les avantages d'une bonne période de pluie, surtout en région PACA. Oui, effectivement, il faut quand même avoir raison de garder. La pluie, on en a besoin. Aujourd'hui, les nappes phréatiques sont à un bon niveau, donc on peut s'en féliciter. On sait qu'on n'aura pas de sécheresse importante a priori avant juin ou juillet, donc ça c'est une bonne nouvelle. La nature se régale, alors les touristes un peu moins, donc c'est vrai qu'on ne peut pas contenter tout le monde, mais néanmoins pour l'instant c'est plutôt une bonne chose pour la nature et la végétation qui feront le plein avant le printemps. Ouais. Merci beaucoup Paul Marquis, prévisionniste pour Météo Service, d'avoir répondu à nos questions sur ce mauvais temps qui dure, mais qui finira bien un jour, on l'espère. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Une mauvaise nouvelle à propos de la météo Mossad, justement, les travaux de reprofilage de la plage du Larvoto, qui devaient se terminer demain, seront finalement prolongés jusqu'au 25 avril, vendredi prochain donc. La forte houle due à la météo ne permet pas d'effectuer ces opérations et pose des problèmes de sécurité et de préservation de l'environnement marin. En conséquence, la baignade sera donc également interdite d'ici au 25 avril. Un message pour les quelques téméraires qui auraient peut-être eu l'idée d'aller tremper les pieds dans ces conditions. La météo pluvieuse n'est pas une triste nouvelle pour tout le monde, une chose est sûre, elle fait le bonheur de nos végétaux. Et ça tombe bien, les jardiniers de la Principauté viennent justement de commencer la plantation d'une trentaine de massifs au sein des jardins de l'UNESCO. C'est un rituel, chaque année au mois d'avril, la direction de l'aménagement urbain reçoit plusieurs milliers de plantes dans l'objectif de fleurir notre territoire. Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa ont suivi un groupe de jardiniers à l'œuvre. En provenance de la pépinière d'Aise, près de 4000 plantes vont être plantées aux alentours de Fontvieille. Pétunia, gazania ou encore sauge flamboyante composent les massifs, un mélange de fleurs d'été et de fleurs d'automne qui demande une attention particulière tout au long de l'année. Après la plantation, il faut qu'on va les arroser 2 fois par semaine. Ensuite, on va effectuer un défleurissement en fait. Donc on va enlever tout ce qui est les fleurs fanées. On va aussi s'occuper de tout ce qui est les mauvaises herbes, donc on va griffer un petit peu entre les plantes. Voilà. Ça va permettre une meilleure pénétration au niveau de l'eau et en même temps ça aère le sol des racines. Et au mois de janvier, on va refaire un comblage en fait, parce qu'entre-temps, en fait, pour que les plantes restent jusqu'au mois d'avril, on va être obligé de les changer.
parce qu'il va y avoir des maladies, elles vont s'abîmer. Cette année, la plantation des massifs donnera lieu à un concours pour les habitants de la Principauté qui devront eux-mêmes composer un massif de 10 mètres carrés dans différents jardins de la ville. Alors c'est un concours qui c'est la première fois qu'il a été mis en place, ça va commencer le 26 avril. Nous jardiniers on va aider les personnes, en fait tout le monde peut s'inscrire. Donc on va leur fournir une liste de plantes et à eux-mêmes ils vont créer leur propre massif. Ensuite tout au long de l'année en fait on va les aider à l'entretenir. On va aussi leur donner des petites, pour pas qu'ils fassent d'erreurs au niveau des strates hautes, des strates basses, moyennes, de bien mélanger les plantes. Puis à eux, c'est eux qui seront après libres de faire leur création. La direction de l'aménagement urbain organisera aussi les 13 et 14 juin prochains son traditionnel Happy Day, une journée consacrée aux abeilles avec différents ateliers sur la pollinisation et la récolte du miel. Une information qui concerne cette fois une star d'internet et du monde de la gastronomie. Le célèbre chef français Cédric Grolet pose ses valises à Monaco. Il a été nommé chef pâtissier exécutif de l'hôtel de Paris Monte-Carlo et y ouvrira dès cet été sa propre adresse au patio de l'hôtel, le Cédric Grolet Monte-Carlo, qui comprendra un salon de thé et une boutique. Une collaboration avec la Société des Bains de Mer qui renforce encore un peu plus le goût pour l'excellence et la créativité du groupe Monte-Carlo SBM. Ouvrons une page musicale à présent avec un nouveau concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Hier soir, c'est un trio de musiciens, violonistes, violoncellistes et pianistes qui s'est approprié les airs du compositeur russe Dmitri Shostakovich. Un autre moment fort qu'ont pu vivre pour vous José Sacré, Hugo Comassa et Clélia Renaud. Ce génie de Shostakovich, on pourrait en parler des heures, mais il savait, à cause du stalinisme, qu'il pouvait se faire arrêter d'un moment à l'autre. Et pour éviter à sa famille qu'il aimait l'horreur d'entendre le toc-toc-toc à la porte parce qu'on vient le chercher, il passait parfois des heures avec sa petite valise, prêt à partir, à l'extérieur de son appartement, en face de l'ascenseur, dans le cas où on pourrait venir le chercher pour également le déporter. Je pense que pour l'auditeur, c'est un périple magnifique, poignant, mais lourd aussi psychologiquement. Allez, un peu d'imagination et de créativité pour finir ce journal. Prenons la direction du musée d'anthropologie qui proposait mardi un atelier d'écriture de contes. En s'appuyant sur l'exposition L'effet papillon, les enfants avaient pour thème l'histoire des animaux. Jessica Granato et Marie-Ève B étaient présentes. Il était une fois 4 enfants venus écrire un conte. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco a organisé mardi une nouvelle activité pour ces jeunes visiteurs, futurs auteurs. J'avais envie de profiter et j'aimais bien les activités où on crée des choses. Moi, je suis venue ici pour agrandir mes connaissances et j'adore j'adore apprendre et j'adore les musées. Donc. Et comme mes copines étaient disponibles, j'aime mieux faire les activités avec mes copines. C'est un peu la même chose, apprendre des nouvelles choses et profiter.
Pour arriver à écrire une histoire palpitante, des animations étaient proposées aux enfants dans le but de faire travailler leur imagination. Donc on va commencer par travail sur l'imaginaire avec des petits jeux. Il faut juste les guider parce que les idées ils en ont plein. Donc voilà, c'est juste les mettre au bon endroit pour pouvoir que le conte soit logique, qu'il y ait une trame intéressante, quoi. Grâce aux éléments présents dans l'exposition, les enfants ont inventé une histoire de toutes pièces qu'ils pourront retrouver plus tard sur le site du musée d'anthropologie préhistorique. Moi, je voudrais bien faire sur la chasse. Ils chassent des animaux. Moi, je crois que je vais pouvoir faire une histoire sur ça. Et toi ? Comment ils se débrouillaient pour manger, leurs habitations. L'atelier a transporté les enfants dans un nouveau chapitre du musée, intitulé « L'effet papillon ». Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, la météo exceptionnellement douce, présentée par Frédéric Elion. Ensuite, vous avez rendez-vous avec Yann-Anthony Nogues qui a rencontré le violoniste israélien Maxime Vanguerov. Demain à 19h, ce sera Christophe Paco qui vous accueillera ici pour votre journal. On se quitte sur les images de l'initiation en fauteuil qui s'est déroulée aujourd'hui à l'espace Saint-Antoine pour sensibiliser les jeunes et les adultes au handicap. Le reportage sera à découvrir dans notre JT de demain. Excellente soirée sur Monaco Info et à bientôt. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous. Le soleil va faire son retour vendredi. Fini les averses, la grisaille et le brouillard. Vendredi, le ciel sera bien dégagé avec de larges éclaircies, mais aussi toujours quelques passages nuageux, parfois denses. Les températures seront comprises entre 12 et 17 degrés. Vendredi 18 avril, nous célébrerons la journée internationale des monuments et des sites, ainsi que la journée mondiale des radios amateurs. Ce sera également l'anniversaire de la baronne Nadine de Rothschild et dans un autre registre, celui de Kourtney Kardashian. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.